Les amis, le premier thread d'horreur, il est vraiment très cool, et lorsqu'il est écrit par Joseph, c'est comme ça qu'on va l'appeler, il nous raconte que le gars ressemblait un petit peu dans sa manière de faire et dans sa manière aussi d'avoir agi avec lui. Il ressemblait comme Ted Bundy. Ted Bundy, si vous ne savez pas qui c'est un tueur en série américain qui est extrêmement populaire. D'ailleurs, Netflix en a fait une série. Le thread d'horreur commence donc avec Joseph. Il nous dit que lui, il n'a pas l'habitude de sortir tard le soir parce qu'il a eu des parents assez stricts, mais que pour une fois, il va essayer de rester jusqu'à 1h du mat dehors, histoire de profiter un petit peu de la vie. Et il nous raconte que, arrivé 1h du matin, il va se rendre à une station essence parce qu'il a un petit creux. Lorsqu'il arrive sur le parking de la station essence, immédiatement, il va commencer à avoir un sentiment assez étrange. Il nous dit qu'il ne peut pas vraiment l'expliquer parce qu'il n'y a rien qui a vraiment fait en sorte qu'il se sente mal, mais c'est un sentiment général. Il se sent pas bien, il a des petits frissons, il a des picotements, et il dit qu'il va sortir, aller dans le magasin pour s'acheter quelque chose, et plus le temps passe dans ce magasin, plus il va sentir comme une présence ou comme quelqu'un qui l'espionne. Il nous dit alors qu'il va chercher un paquet de chips et de quoi boire. Lorsqu'il arrive à la caisse avec ses articles, il va demander au caissier de tout laisser de côté parce qu'il va encore chercher quelque chose. En vrai, notre ami Joseph, il nous dit qu'il n'a absolument rien de plus à acheter. C'est juste qu'il se sent tellement mal et observé qu'il décide juste de rester dans le magasin, voir si quelque chose arrive, parce qu'il a peur en fait d'aller à l'extérieur. Alors c'est clair que c'est complètement irrationnel et hyper subjectif ce qui est en train de lui arriver, parce que clairement il n'y a aucun danger direct et immédiat, mais il nous dit quand même que c'est comme un petit instinct qui dit de ne pas sortir, donc il va faire semblant de chercher encore dans les rayons machin, jusqu'à ce que 5 minutes passent et qu'il aille finalement payer pour ses articles. Là il va directement sortir et à sa plus grande surprise, il n'y a aucun danger. C'est-à-dire que le parking est complètement désert, il y a seulement 2 voitures, la sienne et probablement celle du caissier. Donc c'est vraiment une station essence déserte, mais il va quand même décider d'aller à sa voiture très rapidement, s'enfermer, et là il va enfin pouvoir souffler. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Lorsqu'il arrive dans sa voiture, il a à peine le temps de verrouiller les portes qu'une main frappe contre la vitre. Il nous dit alors qu'un homme va se dévoiler dans la lumière et il nous dit qu'il a des airs de Ted Bundy. Souvenez-vous, ce tueur en série très populaire. Là, l'homme un peu étrange commence à demander à Joseph des indications pour son chemin. Et là, Joseph va calmement lui dire qu'il ne connaît pas spécialement les alentours, donc il faudrait plutôt aller demander au caissier à l'intérieur. Et là, l'homme bizarre va lui dire: je suis déjà allé demander dans un magasin à côté et ils n'ont pas pu me donner les indications. Du coup là il y a vraiment une alarme qui sonne dans la tête de Joseph et c'est une alarme qui lui dit surtout n'ouvre pas la porte et ne parle plus à ce mec parce que le magasin où il a soi-disant demandé des indications est fermé depuis 8 heures. Du coup notre ami il comprend que c'est des conneries et qu'il est probablement jamais allé demander son chemin parce que sinon ça voudrait dire qu'il aurait attendu 5 heures. Et ceci pousse encore plus notre ami Joseph à ne pas ouvrir à cet homme. Là, le mec bizarre va alors aller devant la voiture de Jeff et va lui bloquer le passage. Jeff il nous dit que comment il est garé, il peut que aller en avant pour sortir et donc là, il est complètement bloqué. S'il veut sortir, il va devoir écraser l'homme bizarre, chose qu'il ne veut pas faire. Et d'ailleurs, cet homme bizarre va essayer une autre technique. Il va à présent dire à Joseph qu'il a mal au ventre, qu'il a faim et qu'il a soif et qu'il aimerait bien prendre un petit peu de sa nourriture. Encore une fois, une alarme va sonner dans la tête de Joseph. Comment l'homme peut-il savoir qu'il a acheté de la nourriture et de quoi boire? Et là, Joseph se rappelle alors du sentiment qu'il a eu en arrivant, d'être observé, d'avoir des frissons, et il conclut tout simplement que, en fait, il était observé depuis qu'il est arrivé et que l'homme n'en a absolument pas après sa nourriture. Là, Joseph, il a vraiment envie de se barrer, mais malheureusement, il peut pas parce que l'homme est devant sa voiture. Il va alors baisser la fenêtre et il va se mettre du côté passager pour chercher la nourriture et lui tendre à travers la fenêtre. Là, l'homme va alors se diriger lentement vers la fenêtre, va tendre sa main, et là, Joseph il met la première et il dégage. Je vous jure que c'est pas une blague, c'est exactement ça qu'il va faire. Il va enclencher la première et il va tracer. Et en fait, tout ça, c'était juste un leurre pour que l'homme bizarre dégage de devant et qu'il puisse se barrer. Joseph, il nous dit qu'il a appelé la police pour une fois, qui est assez rare dans un thread d'horreur pour le dire. Mais il nous dit que malheureusement, on n'a jamais retrouvé l'homme et que comme c'était une région assez tranquille, ils n'ont pas vraiment pris Joseph au sérieux. Une dernière petite chose que je n'ai pas précisée dans le thread et qui est assez intéressante, lorsqu'il est parti en trombe, notre ami Joseph, il a entendu un gros bruit de frottement de métal et il nous dit qu'en arrivant chez lui, il va remarquer que toute la partie conducteur de sa voiture est rayée, ce qui prouve que l'homme avait en main quelque chose de coupant, comme par exemple un couteau.
Laurie a 16 ans au moment du dernier confinement, elle est confinée avec ses parents chez elle dans sa maison tranquillement. Elle est fille unique et a un chien. Laurie vit plus ou moins bien son confinement, c'est vrai qu'elle s'ennuie pas mal donc elle passe énormément de temps sur les réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Et un jour, elle reçoit une demande d'ajout sur Instagram d'un certain Thibaut. Laurie regarde son profil puis accepte la demande puisqu'on va pas se mentir, elle trouve Thibaut extrêmement beau gosse. Thibaut commence donc à son tour à liker les photos de Laurie, Laurie commence à liker les photos de Thibaut. Voilà, on connaît ce petit jeu, chacun like les photos de l'autre, puis la suite logique de tout ça va prendre place, puisque Thibaut va envoyer un message privé à Laurie. Ils apprennent donc à faire connaissance, ils s'entendent super bien, tout va bien, ils parlent de tout, de rien, voilà une conversation plutôt banale. Seulement Thibaut reste assez vague lorsque Laurie lui pose des questions plus ou moins personnelles, c'est-à-dire qu'il ne dit pas clairement où il vit, il dit qu'il travaille à l'étranger mais qu'en ce moment il se trouve à Paris, Laurie lui dit qu'elle vit en banlieue parisienne, bref, ils échangent entre eux et font connaissance. Au fur et à mesure des jours, Laurie et Thibaut créent une vraie relation et s'entendent de mieux en mieux. À tel point que Laurie et Thibaut s'entendent super bien et commencent même à développer un petit crush l'un pour l'autre. À tel point que Thibaut va commencer à appeler Laurie d'un certain surnom et ce sera Laurie ma chérie. Un soir, Laurie demande à Thibaut s'ils peuvent s'appeler et elle le demande même plusieurs fois puisque Thibaut à chaque fois trouve de très bonnes excuses pour ne pas répondre. Truc un petit peu bizarre, il se parle toute la journée mais il veut pas lui parler en direct au téléphone. Laurie trouve ça un petit peu bizarre, elle est un petit peu dégoûtée mais bon, elle y prête pas attention et continue de parler avec Thibaut tous les jours. Et Thibaut au fur et à mesure du temps commence à être de plus en plus direct, c'est-à-dire qu'il va commencer à parler à Laurie en lui demandant des photos dénudées. Sur le moment, Laurie ne comprend pas et bloque immédiatement Thibaut. C'est-à-dire qu'elle bloque son compte sur Instagram afin qu'il ne puisse plus lui parler parce qu'elle se dit il est vraiment bizarre. Et elle est extrêmement dégoûtée d'ailleurs. Mais durant les jours qui suivent, Thibaut va harceler Laurie à l'aide d'autres comptes qu'à Thibaut. C'est-à-dire que Thibaut apparemment il aurait d'autres comptes Instagram, on le précise, avec lesquels il enverrait un nouveau message chaque jour, voire chaque heure à Laurie dès qu'elle bloque le compte précédent. Mais Laurie elle trouve un truc vraiment bizarre et vraiment chelou, c'est que tous ces nouveaux comptes sont des comptes actifs. C'est-à-dire que sur ces comptes il y a des photos qui sont publiées depuis plusieurs mois, comme si c'était les comptes de certaines personnes. Donc là Laurie elle comprend pas mais tout ce qu'elle veut c'est bloquer ce mec. Donc elle le bloque encore et encore. Jusqu'au moment où Laurie n'a plus de nouvelles de Thibaut. Donc sur le moment elle est assez contente, elle y prête pas attention, elle est en mode ok c'est bon je suis débarrassée. Mais non. Quelques jours plus tard elle reçoit un nouveau message du dernier compte avec lequel Thibaut lui a parlé et avec lequel elle l'a tout simplement harcelé, mais à ce moment là Laurie elle ne l'avait pas bloqué. Et ce message que renvoie ce compte est tout simplement un simple lien internet. Donc là Laurie sur le moment elle comprend pas trop mais elle est ultra curieuse et elle décide de cliquer sur ce lien. Laurie clique sur le lien et là apparaît devant son téléphone une page blanche. C'est-à-dire qu'elle se trouve devant une page blanche donc elle décide tout simplement de fermer la page et elle se dit peut-être même que c'est une erreur, elle comprend pas, elle s'en fout. À ce moment-là de la journée, c'est la fin de matinée donc Laurie mange le midi. L'après-midi elle avait quelques cours en visio donc elle suit ses cours puis elle finit par aller se coucher le soir en disant bonne nuit à ses parents et tout va bien. Laurie va se coucher dans sa chambre qui se trouve au rez-de-chaussée tandis que ses parents eux montent au premier étage puisque c'est là que se trouve leur chambre. Avant de s'endormir, Laurie précise qu'elle ne comprend pas trop ce que fait son chien puisqu'il est en train tout simplement de gratter, de couiner et de faire des va-et-vient devant la fenêtre du salon. Comme si elle avait quelque chose, quelqu'un, mais Laurie elle comprend pas, elle regarde par la fenêtre, il y a personne. Donc elle se dit qu'il a dû voir un animal et Laurie va se coucher. Laurie s'endort avant de se faire réveiller en sursaut par un bruit de couinement de son chien, comme si son chien avait hurlé. Puis après ça, silence total. Laurie commence vraiment à flipper, elle se lève immédiatement et allume le salon afin de voir ce qu'il s'y passe. Et ce qu'elle voit dans son salon est horrible. Elle voit tout simplement son chien allongé sur le sol, inerte, comme s'il ne respirait plus. Mais qui a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Laurie commence à comprendre et elle commence à hurler. Mais au moment où Laurie commence à hurler, un gant en cuir vient se loger juste devant sa bouche afin tout simplement de la faire taire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se trouve derrière Laurie, qui a fait du mal à son chien et qui cherche à la faire taire afin de ne pas réveiller ses parents. Au même moment, la personne se trouvant derrière Laurie s'approche de son oreille et vient lui chuchoter. Tout va bien, Laurie, ma chérie. Oh mon dieu. Laurie comprend donc que c'est Thibaut qui se trouve derrière elle, mais elle est totalement terrorisée puisque rien qu'à la voix et à la silhouette de la personne qui se trouve derrière elle, elle explique que c'est un homme d'une cinquantaine d'années minimum. Wow. Thibaut ne serait donc pas un adolescent de 16 ans, mais un homme de 50 ans. L'homme tente de prendre Laurie avec lui et de la faire sortir de la maison pour la kidnapper tout simplement, mais Laurie tente de se débattre avec ses pieds et réussit à mettre un coup de pied dans une des commodes du salon et fait tomber un vase qui se casse sur le carrelage. Et ça réveille évidemment les parents de Laurie qui descendent immédiatement voir ce qu'il se passe. Et là, à ce moment-là, la personne présente derrière Laurie qui voulait la kidnapper lâche immédiatement Laurie et court vers la fenêtre du salon et s'enfuit. Fenêtre qui était ouverte mais on ne sait pas comment puisque Laurie est
persuadé que ses parents ferment les fenêtres tous les soirs. Donc déjà, truc vraiment bizarre. Laurie est traumatisée à ce moment-là, elle est en pleurs, il vient de lui arriver quelque chose d'horrible. Elle essaye de le raconter à ses parents mais elle n'y arrive pas. Son père appelle immédiatement la police arrive sur les lieux et après exactement 3 minutes de recherche, il trouve l'homme en question qui était tout simplement caché derrière la maison de Laurie, à tel point que ce malade mental, ce psychopathe, était tellement fou par rapport à Laurie qu'il allait juste attendre que la police s'en aille et revenir kidnapper Laurie. Et cette personne qui se faisait passer pour Thibaut était en réalité un homme âgé de 52 ans recherché par la police pour viol et séquestration sur mineurs. Mais putain de merde, c'est quoi ce délire genre? Et le plan de ce malade mental était tout simplement de créer des faux comptes d'adolescents sur Instagram, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il en avait autant et qu'il pouvait parler à Laurie même si elle le bloquait puisqu'il avait plein de comptes. Donc c'était tout simplement de créer des faux comptes, de sympathiser avec des filles et d'obtenir soit des photos dénudées ou tout simplement leur adresse afin d'aller les kidnapper, les violer ou même pire. Et vous l'aurez compris, le lien sur lequel a cliqué Laurie était tout simplement un lien tracker sur lequel lorsque quelqu'un clique, son adresse s'affiche immédiatement, et c'est comme ça que ce malade mental a trouvé l'adresse de Laurie et s'est immédiatement rendu dans sa maison. Alors, c'est l'histoire d'Emilien. Emilien, il nous raconte une histoire qui s'est passée il y a 4 ans. Ça s'est passé dans la ville de Glasgow, au Royaume-Uni. Il nous raconte qu'il était un petit peu désespéré, ça faisait longtemps qu'il était célibataire et ça commençait vraiment à le peser. Du coup, il s'est inscrit à une application de rencontre très connue, Tinder. Il a matché avec une fille qui s'appelle Laura, elle était plutôt mignonne. Enfin, sur les photos. Ils se sont donc mis à se parler, le courant passe plutôt bien. Emilien, il est vraiment aux anges parce qu'il remarque que cette fille, elle est vraiment pressée de le rencontrer. Laura lui donne rendez-vous dans un bar. Emilien nous raconte qu'elle ne voulait pas d'un rendez-vous fantaisiste. Un bar fait très bien l'affaire. Emilien, il va donc au rendez-vous fixé, il arrive dans ce bar et en arrivant, il voit qu'il s'est fait arnaquer en fait. Enfin, je vais pas dire arnaquer parce que ce n'est pas un objet, mais il s'est fait avoir. Cette fille, elle ressemble pas comme sur les photos. Elle a de longs cheveux noirs et elle a un phare à paupières. Vous savez, c'est les petits traits au niveau des yeux que se font les filles. Je sais pas trop à quoi ça sert ce truc là d'ailleurs. Emilien, il se dit que c'est pas grave, il est déjà très content d'avoir un rendez-vous avec une fille. Et donc il va à sa rencontre, ils se mettent à discuter, ils se mettent à se parler. Et au fur et à mesure de la discussion, la température muy caliente. Il a commencé à lui poser des questions sur ses centres d'intérêt, ses hobbies, mais Laura lui a répondu qu'elle voulait en savoir plus sur lui-même. Emilien s'est donc mis à lui parler de son travail et elle s'est mise à bâiller sarcastiquement. Laura lui demande à ce moment-là de lui parler un petit peu plus de sa vie sexuelle. Elle était en train de lui faire du pied sous la table. Emilien à ce moment-là, il n'a pas grand-chose à dire, donc il lui retourne la question. Laura lui dit qu'elle a plusieurs partenaires et qu'elle a fait des choses qu'il ne pourrait jamais imaginer. Après lui avoir dit ça, elle lui demande « Tu veux voir ce que je peux faire ? On va chez moi ?» Emilien, comme tous les mecs de cette planète, il lui dit « Mais oui, mais allons !» Allons chez toi. À ce moment-là, Emilien, par contre, il se sentait pas très bien, il se sentait vraiment ivre. Il était à sa 4e pinte et il trouve ça bizarre parce que d'habitude, il peut boire beaucoup plus que ça. Mais bon, il se dit que c'est certainement à cause des 2 shots qu'il a pris auparavant. Ils se sont donc retrouvés tous les deux à attendre un taxi à l'extérieur. Laura lui a pris la main et elle s'est mise à lui chuchoter des trucs à l'oreille du genre « Je vais te faire des choses que tu n'as jamais vécues auparavant ». Emilien, il sent que sa tête devient lourde. Il a l'impression que le sol est en train de bouger sous ses pieds. Il a vraiment envie de dormir. Il a ensuite eu un trou noir, le blackout total. La prochaine chose dont il se souvient, c'est qu'il est tombé dans les escaliers. Laura, elle était juste au-dessus de lui. Elle était en train de se foutre de sa gueule. Il se rappelle qu'il a galéré à monter les escaliers. Puis, encore une fois, c'est le flou total. La prochaine chose dont il se souvient, c'est qu'il était complètement nu dans son lit. Il a essayé de se redresser parce qu'il se sentait plutôt mal, mais il n'y est pas parvenu parce qu'il était attaché au niveau des bras et au niveau des jambes. La meuf, elle est ensuite arrivée en tenue de bombe atomique. Je vais pas vous faire un schéma. Il s'est passé ce qui s'est passé. Suite à ça, Emilien, il s'est rendormi, il est retombé dans un sorte de coma et lorsqu'il s'est réveillé, il voit que cette fille, elle est en train de lui envelopper ses jambes dans un film plastique. Un vrai film plastique alimentaire, elle est en train de lui envelopper ses jambes. Donc là, Emilien, il lui fait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et cette fille, elle lui fait « Chut, c'est fini, c'est fini. »
Emilien il s'est rendu compte qu'il n'était plus attaché, mais il était tellement engourdi, il a tellement été drogué qu'il ne parvenait même pas à bouger ses bras ou ses jambes. Cette fille, elle a continué de l'emballer dans ce film plastique, elle l'a emballé des pieds jusqu'à la tête. Emilien, il lui a crié d'arrêter. Cette fille lui a alors placé un film plastique dans sa bouche pour l'empêcher de crier. Emilien, il avait du mal à respirer, il était en train de suffoquer. Cette fille l'a complètement emballé des pieds jusqu'à la tête, à un point qu'il ne parvenait même plus à voir ce qu'il y avait à l'extérieur. Heureusement, Emilien, il a réussi à enlever le film plastique qui était dans sa bouche pour lui permettre de mieux respirer, mais il était toujours en train de suffoquer, il était vraiment en train d'étouffer. Cette fille lui dit alors que c'est sa punition pour avoir été si nulle au lit, et elle lui confie ensuite qu'elle a également d'autres victimes qui sont comme lui emballées dans l'attente de mourir. Elle a ensuite quitté la pièce. Emilien, il se sentait mourir, il se sentait vraiment suffoqué à l'intérieur de ce cocon. Il s'est rendormi et la dernière chose dont il se souvient, c'est que lorsqu'il s'est réveillé, il y avait plein de gens autour de lui qui étaient en train de le regarder. Il y avait des policiers, il y avait des membres du staff d'un hôtel. Les policiers ont réussi à le faire sortir du cocon. Ils commencent à lui raconter qu'en fait, il n'est pas dans l'appartement de Laura, mais il est dans un vieux hôtel. Il commence à lui raconter que c'est en fait son voisin de chambre qu'il a entendu crier pendant la nuit, et il a fini par appeler à l'aide. Bon, il a mis du temps à appeler à l'aide, mais l'important c'est qu'il l'ait fait. Les policiers demandent à Emilien qu'est-ce qui s'est passé. Emilien commence à tout leur raconter. Il essaye de retrouver son profil Tinder, mais malheureusement il a été supprimé. Et lorsque la fille est arrivée à l'hôtel, elle a donné de fausses informations pour la réservation. Donc les policiers, ils sont vraiment sur le cul, ils n'ont pas retrouvé cette fille. J'imagine que comme c'était un vieux hôtel, il n'y avait pas de caméra de surveillance, donc cette fille, eh bien, elle a bien prévu son coup. Aujourd'hui, Jérémy nous raconte son histoire qui s'est déroulée en 2007, lorsqu'il avait 9 ans et son frère 14. Jérémy vit aux États-Unis et nous explique que ce soir-là, sa mère leur donne 30 $ pour aller manger quelque chose et peut-être aller voir un film au cinéma. Les deux sortent justement pour aller au cinéma et manger quelque chose, et le frère de Jérémy à ce moment-là, vu que c'est le plus grand évidemment c'est lui qui décide, avait envie d'aller manger un McDo avant d'aller au cinéma. Ils se rendent donc tout naturellement au McDo qui se trouve à côté du cinéma, ou du moins pas loin, et nous raconte qu'à ce moment-là, un homme assez normal, qui avait un sourire sur le visage, qui tenait la main de son enfant, les interpelle. Apparemment cet homme avait rien d'effrayant, il souriait, il était avec son enfant, on aurait juste dit un papa qui passe un bon moment avec son fils un soir à regarder un film au cinéma. À ce moment-là, l'homme les interpelle et leur dit « on est en train de déménager, on a besoin d'aide, on aimerait charger un matelas dans notre camion qui se trouve en haut de la rue. » Jérémy nous raconte que son frère lui dit « écoute, on n'a pas forcément le temps, on doit manger et après on va regarder un film au cinéma. » Et Jérémy, lui, de son côté, qui était à côté de son frère, remarque que le petit du monsieur paraissait vraiment très maigre. Il n'avait pas le sourire au visage, il avait même des traits un peu tristes et même apeurés, ainsi que des vêtements beaucoup trop grands pour lui. L'homme insiste un petit peu, dit « mais ça vous prendra que quelques secondes, vous serez forcément à l'heure pour votre film. » Le frère de Jérémy décline encore une fois l'offre, gentiment, très poliment. Mais Jérémy se met du côté de l'homme en lui disant à son frère « écoute, ça nous prend quelques secondes, allons aider cet homme. » Jérémy nous explique qu'en regardant son frère est un peu perturbé en regardant l'enfant. Quand il regarde l'enfant, il a une expression vraiment très étrange sur le visage. À ce moment-là, le frère de Jérémy prend sa main et dit à l'homme « ah, je crois qu'il y a ma mère là-bas, on va aller la rejoindre. » Il prend Jérémy par la main et il part. Jérémy nous raconte qu'il n'a absolument aucune idée à ce moment-là pourquoi il ment sur la présence de sa mère et surtout pourquoi il aimerait partir si vite et se sortir le plus vite possible de la situation. Jérémy se retourne lorsqu'ils sont en train de marcher pour voir s'il voit encore l'homme ainsi que le petit. Il arrive à les distinguer et il remarque que l'homme n'a plus un sourire sur le visage mais qu'il a l'air vraiment en colère de ouf, qu'il a l'air vraiment super énervé contre eux. L'homme prend le petit par la main et part très vite. Jérémy prend son frère par le bras et lui dit « pourquoi t'as fait ça? Pourquoi on n'a pas aidé ces personnes ?» Son frère ne répond pas, sort son téléphone, appelle un numéro et commence à faire les 100 pas. Quelques minutes après, la police ainsi que la mère des deux arrivent sur place. Sa mère prend Jérémy et l'écarte un peu de la police. Et c'est là qu'il lui demande « qu'est-ce que mon frère est en train de faire avec la police ?» Elle lui raconte à ce moment-là qu'il est en train de répondre à des questions des policiers parce que cet homme est dangereux. Il nous raconte que les trois, la mère et les deux enfants, rentrent chez eux, que les deux enfants s'endorment comme si de rien n'était et que le lendemain ils ont presque oublié l'incident. Donc là je vous dis bien presque oublié. On est 13 ans plus tard, parce que Jérémy a 22 ans et son frère du coup un petit peu plus que lui, et c'est par le plus grand des hasards à ce moment-là que Jérémy se souvient un peu de cette histoire,
me demandez pas comment il s'en est souvenu, je ne sais pas, et qu'il décide d'interroger son frère quant à cette fameuse nuit. Je vous jure, pendant que j'en parle, j'ai la chair de poule, je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai vraiment la chair de poule, c'est le genre d'histoire que j'aime, mais elles sont franchement super glauques. Et je souhaite à personne de vivre un truc comme ça. Donc Jérémy interroge son frère quant à cette fameuse nuit, et une fois qu'il lui a expliqué, Jérémy nous raconte qu'il sait complètement maintenant pourquoi son frère a bien fait de partir très vite de cet individu. Le frère de Jérémy lui explique que lorsque l'homme essayait de le convaincre lui, il jetait des petits regards à l'enfant, et que l'enfant lui chuchotait « Ce n'est pas mon père, aide-moi ». Je vous jure, j'ai la chair de poule, c'est vraiment trop bizarre, je vous assure. Il explique également que lorsqu'il a appelé la police, il leur a décrit l'homme du mieux qu'il pouvait, malgré qu'il n'ait pas forcément fait attention à tous les détails, mais surtout que quelques semaines après le début de l'enquête, la police a annoncé le garçon qui était avec lui à ce moment-là, donc le petit, comme étant mort, parce qu'ils ont retrouvé son corps jeté dans une rivière, et qu'il souffrait apparemment de malnutrition et de déshydratation. Donc si les deux frères étaient partis avec cet homme, ils auraient potentiellement et même très probablement subi le même sort. Jérémy nous raconte que son frère est quelqu'un d'assez costaud, même à l'époque, il était assez balèze, et que l'homme aurait potentiellement pas pu les porter les deux dans un camion, et qu'il aurait peut-être eu des complices, et qu'il soupçonne ça comme étant un réseau d'enleveurs d'enfants. Malheureusement, la police n'a pas réussi à attraper l'homme ainsi que ses potentiels complices, et qu'il s'agissait probablement, et même très certainement pas du père de l'enfant, et que ses vrais parents étaient déjà à la recherche de celui-ci. Apparemment, il s'avère que cet homme utilisait cet enfant comme une marionnette pour attirer d'autres enfants vers lui. Les deux frères nous racontent qu'ils sont dévastés depuis ce soir-là, et chaque fois qu'ils pensent à l'enfant, ils éprouvent de la pitié pour lui, et vraiment de très gros remords, parce qu'ils n'imaginent pas une seule seconde ce que ça fait de mourir si lentement de faim et de déshydratation. Enzo a 17 ans lors du dernier confinement, il vit avec ses deux parents et sa grande sœur. Enzo et sa famille vivent en appartement mais ils ont également une maison de campagne. Les parents d'Enzo décident donc immédiatement d'aller se confiner dans la maison de campagne puisque ce sera bien plus sympa que de rester en pleine ville dans un appartement beaucoup plus petit, la maison de campagne est bien mieux. C'est donc parti pour le début du confinement, le grand départ vers cette maison de campagne qui se situe aux abords d'une grande forêt. Enzo lui s'en fout d'où il va être confiné puisqu'il va seulement avoir quelques cours en visio mais le seul truc qui l'intéresse c'est est-ce qu'il va y avoir de la connexion, oui ou non, et dans cette maison de campagne, oui, il y a de la connexion, tout simplement pour pouvoir continuer à jouer à la play avec ses potes. Et le premier jour dans la maison, tout se passe bien, Enzo passe une bonne soirée avec sa famille, puis il va jouer avec ses potes jusqu'à 2h du matin. Et lorsqu'il arrête, il enlève son casque, il éteint sa play et va dans son lit. Lorsqu'il entend des bruits de craquement, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait entre sa fenêtre et la forêt. Puisqu'on le rappelle, la fenêtre d'Enzo se trouve à quelques mètres de l'entrée de la forêt. Enzo, sur le moment, il trouve ça un petit peu chelou, donc il regarde par la fenêtre, mais il ne voit strictement rien. Donc il se dit que c'est peut-être un lapin, un animal, c'est normal, c'est la forêt, donc il décide tout simplement d'aller se coucher. Enzo s'endort paisiblement et se réveille le lendemain matin, et rien d'anormal à déclarer. Le lendemain matin, Enzo a quelques cours en visio qu'il finit assez rapidement, puis après il a toute l'après-midi de libre devant lui, tout comme sa grande sœur. Donc Enzo et sa sœur décident tout simplement d'aller se balader dans la forêt, histoire de prendre l'air. Enzo et sa sœur se baladent, tout se passe bien, ils s'enfoncent plus ou moins dans la forêt, jusqu'à arriver à un endroit beaucoup trop creepy, où se trouvent au beau milieu de la forêt des sortes de clôtures, ainsi qu'une espèce de cabane en bois, et au milieu de tout ça se trouve une immense pierre, avec des sortes de squelettes posés dessus. Et tout autour de cette pierre se trouvent également des bougies. C'est vraiment bizarre et réellement creepy. Enzo et sa sœur, ils commencent vraiment à flipper là, ils se disent c'est quoi ce putain de bordel, pourquoi il y a ça au milieu d'une forêt. Ils décident donc immédiatement de faire demi-tour et de prévenir leurs parents de la situation. Les parents n'y prêtent pas plus que ça attention, la journée se passe, on arrive aux alentours de 23h, Enzo commence à jouer avec ses potes à la play, puis il arrête de jouer cette fois aux alentours de 3h du matin. Enzo enlève son casque, va se coucher, mais là il réentend exactement les mêmes bruits de craquement provenant de cette putain de forêt. Enzo regarde par sa fenêtre et voit deux personnes immobiles le fixant. À ce moment-là, Enzo est pétrifié, puisque ces deux personnes sont habillées vraiment bizarrement, elles portent des sortes de soutanes. Les deux personnes continuent de fixer Enzo. Enzo commence vraiment à paniquer et va même se rappeler de ce qu'il a vu quelques heures plus tôt dans la forêt. Enzo va donc immédiatement réveiller ses parents pour les prévenir de ce qu'il se passe et leur dire de venir voir. Et lorsque ses parents viennent voir,
il n'y a strictement plus personne. L'entrée de la forêt est totalement vide, il n'y a rien, il fait juste noir. Là, Enzo, il commence à vriller, il se dit que c'est pas possible. Ses parents, évidemment, ils ne le croient pas. Ils lui disent même qu'il a dû passer trop de temps devant les jeux vidéo, et là, ça lui monte à la tête. Donc voilà, phrase typique de daron. Mais Enzo est pas du tout rassuré, il est encore en panique de ce qu'il a vu. Et c'est strictement impossible pour lui de dormir cette nuit. Il va donc faire des recherches internet sur ce qu'il a vu, et Enzo se rend très vite compte que tous ces signes, donc on parle là de la sorte de repère présent dans la forêt, le truc vraiment creepy, on parle également des squelettes présents sur cette pierre avec les bougies à côté, mais également de l'accoutrement des deux personnes qui fixaient Enzo, et Enzo en vient très vite à une conclusion beaucoup trop horrible, que lui et sa famille ont tout simplement affaire à une secte sataniste. Le matin arrive, Enzo va immédiatement prévenir ses parents de ce qu'il se passe. Ses parents, encore une fois, lui disent qu'il hallucine, qu'il n'y a rien de concret. Et au même moment où son père parle, il ouvre la porte. Son père ouvre la porte d'entrée et il voit sur le paillasson un crâne d'animal. Putain de merde. Une fois cette porte ouverte, Enzo regarde la porte et voit une sorte de croix énorme sur la porte. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait griffé la porte pour faire cette croix ou l'avait fait au couteau. Là, évidemment, les parents d'Enzo le croient immédiatement et toute la famille comprend très vite qu'il y a une secte sataniste qui se réunit toutes les nuits dans les bois à quelques mètres de leur maison. En comprenant ce danger, les parents d'Enzo décident immédiatement de retourner dans leur appartement en ville et de quitter la maison au plus vite, puisqu'ils comprennent que la secte sataniste cherche probablement à les avertir de partir avec ces signes de crâne d'animal, de croix bizarres. C'est horrible. Cette maison de campagne est restée inhabitée pendant plusieurs mois, c'était la seule aux alentours de cette forêt et cette secte sataniste était donc inconnue jusqu'à maintenant et c'est pour ça que la famille d'Enzo était très fortement en danger. Vous l'aurez également compris, les bruits qu'a entendu Enzo la première nuit, c'était probablement ces personnes qui rôdaient autour de la maison d'Enzo, mais pour leur faire quoi? Ah, c'est horrible! C'est horrible, ça me tend, je vous jure, j'ai trop peur. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire à Enzo et sa famille? Putain de merde! La famille d'Enzo a donc quitté les lieux le jour même et depuis ils ne sont toujours pas retournés dans cette maison puisqu'ils ont beaucoup trop peur. Qu'est-ce qui serait arrivé à Enzo et à sa famille s'ils étaient restés là-bas une nuit de plus? C'est l'histoire d'une vieille mamie. Putain, j'ai un truc dans les... C'est l'histoire d'une vieille dame qui nous dit qu'elle vit toute seule. Toute seule, oui, mais elle a quand même pour compagnie un chien aussi vieux qu'elle qui a souvent tendance soit à dormir avec lui, soit à se mettre sous le lit pour lui tenir compagnie. Elle nous dit que cette soirée-là, elle est en train de lire un livre tranquillement et elle va mettre sa main sous le lit et le chien va commencer à lui lécher la main. Elle nous dit que c'est une petite habitude avec son chien et que du coup, il n'y a absolument rien d'anormal là-dedans. Après quelques minutes, elle va entendre dans le silence de sa maison des bruits de gouttes qui tombent. Elle va alors descendre dans la cuisine et remarquer que l'évier en fait était en train de couler quelques gouttes, donc elle va le resserrer, elle va remonter dans sa chambre et par habitude et par tradition, elle va remettre sa main près du lit et son chien va recommencer à lui lécher la main. Après quelques minutes, elle entend toujours ce bruit de gouttes qui tombent, elle va alors se lever et elle va aller se rendre dans une autre pièce qui contenait un lavabo et elle va remarquer que le robinet fuite aussi. Donc elle va le resserrer et elle va revenir dans sa chambre. Elle va alors se reposer sur son lit, encore une fois mettre sa main sous le lit et son chien va de nouveau lui lécher la main par habitude. Et après quelques minutes, elle entend encore une fois ce bruit de gouttes qui tombent. Donc cette fois-ci, elle se lève et elle essaie vraiment d'entendre attentivement qu'est-ce qui pourrait faire ce bruit et d'où est-ce que ça pourrait venir. Elle va alors s'approcher de sa salle de bain et elle va se rendre compte qu'en fait le bruit vient depuis le début de sa douche. Elle se dirige alors vers sa douche afin d'éteindre l'égouttement, sauf que ce n'est pas ce qu'elle va y trouver. En effet, dans sa douche, il y a son chien pendu et ouvert de tous les côtés qui gisent dans sa douche. Elle se rend alors compte que les gouttes qu'elle entendait depuis le début sont en fait les gouttes de sang qui s'échappent du cadavre de son chien. Et là, elle se demande alors une question. Si son chien est ici, qui lui léchait la main?